Franchement, les gars, on a déjà vu des situations complètement ubuesques et lunatiques dans l'histoire du football. Mais ce qui est en train de se passer avec la Tunisie dans cette Coupe du Monde 2026, ça dépasse absolument tout entendement. C'est un cataclysme total. On s'est fait racler, mais d'une manière indigne, hier soir face à la Suède sur un score humiliant de 5-1. Et cette débâcle monumentale fait suite à une autre déculottée mémorable subie en préparation, un 5-0 net et sans bavure contre la Belgique. Deux humiliations en série, c'était beaucoup trop pour le sélectionneur Sabri Lamouchi, arrivé il y a à peine quelques mois à la tête de l'équipe. Lâchez le petit pouce bleu de la force dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va creuser ce dossier brûlant et je peux vous dire que ça aide énormément pour le référencement face à ce genre de vérité. Les gars, Lamouchi a été littéralement congédié ce matin même. Au moment où je tourne cette vidéo, la Fédération tunisienne de football s'apprête à officialiser ce licenciement de dernière minute et a annoncé que c'est Monder Kebaye, un ancien de la maison, qui va assurer l'intérim sur le banc pour tenter de sauver les meubles. Mais ne vous y trompez pas les amis, autour de ce départ précipité, le vestiaire est devenu une véritable poudrière avec des tonnes de rumeurs d'altercations physiques ou verbales entre Lamouchi et ses joueurs. On va être très honnête entre nous, ce n'est pas un simple cirque, c'est pire que ça. Et le pire dans tout ça, c'est que ce fiasco était dramatiquement prévisible. Une longue enquête publiée sur Inkifada avait déjà tiré la sonnette d'alarme bien avant le mondial. La fédération criait au complot pour se dédouaner comme d'habitude, mais la vérité est là. Tout ce qui a été mis en place par les instances tunisiennes ne pouvait mener qu'à cette catastrophe industrielle. On assiste à des choix purement politiques, à du clientélisme outrancier et à une mainmise destructrice de certains clans sur l'équipe nationale. C'est tellement grave que la veille du match contre la Suède, la composition du 11 de départ a été modifiée 2 fois de suite à des débats internes houleux au sein de la fédération. Lamouchi n'a jamais eu les coups de franche pour faire sa propre liste ni pour aligner l'équipe qu'il voulait sur le terrain. Humainement, la rupture est totale, les joueurs sont désabusés par le niveau des entraînements et la rébellion a éclaté en interne. C'est une honte absolue pour un aussi grand pays de football. Bon les amis, parlons-en de cette première mi-temps d'un point de vue purement tactique, parce que c'est là que le piège s'est refermé et qu'on comprend l'ampleur du désastre. Quand tu analyses le plan de jeu imposé à cette équipe tunisienne, tu te rends compte que les Aigles de Carthage ont débuté la rencontre avec un énorme handicap tactique dans l'élaboration. Les choix mis en place ont totalement coupé l'équipe en deux dès les premières minutes de jeu. Il n'y avait absolument aucune connexion entre les lignes, aucun lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Pour couronner le tout, le bureau fédéral a imposé au sélectionneur de faire jouer Sevtine Jaziri en position d'ailier, alors que c'est un pur avant-centre, un numéro 9 de formation. Vous voyez le délire ou pas? Résultat direct sur le terrain, un néant offensif total, aucune percussion sur les côtés et une incapacité chronique à garder le ballon dans la moitié de terrain adverse. En face, la Suède n'en attendait pas tant. Dès que le bloc tunisien reculait pour essayer de coulisser, les Suédois utilisaient une largeur maximale pour étirer notre défense. Le double pivot tunisien a complètement pris l'eau, incapable de fermer les trajectoires de passe intérieure ou de stopper les transitions rapides. À chaque fois que la Suède récupérait le ballon, il trouvait des boulevards monumentaux dans le dos de nos pistons. Et c'est là, les gars, qu'on touche du doigt le cœur du problème. Cette instabilité tactique permanente vient du fait que la veille du match, la composition du 11 de départ a été modifiée à 2 reprises à cause des guerres de pouvoir et des pressions internes au sein de la fédération. Comment voulez-vous que les joueurs aient des repères automatiques sur la pelouse quand l'équipe change constamment au gré des intérêts des clans? Le plan de jeu initial a été totalement saboté. Les joueurs couraient dans le vide sans aucune animation offensive cohérente et le premier acte s'est transformé en un long calvaire où chaque offensive adverse faisait planer l'ombre d'une catastrophe imminente. C'était l'anarchie la plus complète sur le rectangle. Mais les amis, attachez-vous bien parce qu'on arrive maintenant au véritable tournant de notre analyse, le moment précis où il faut gratter là où ça fait mal et regarder les coulisses de ce désastre en face. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ce qui s'est passé dans ce match va bien au-delà d'une simple faillite technique sur la pelouse. On est sur un système de clientélisme total, hérité directement de l'ancien fonctionnement de la fédération de Wadjari, qui est aujourd'hui en prison. Son successeur, Moïse Nasri, c'est juste un président de photo, les gars.
Il est là pour les caméras, mais dans la réalité des faits, c'est le vice-président Hussein Genaya qui décide d'absolument tout en sous-main avec le directeur sportif Ziad Jaziri. Et ce duo a complètement sacrifié le mérite sportif pour faire de la politique et du pognon. Ils imposent des joueurs issus des clubs locaux comme Monastir, l'Étoile du Sahel, l'Espérance ou Sfax uniquement pour que ces clubs récupèrent les indemnités de la FIFA et pour s'assurer des voix lors des prochaines élections. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? On prend la sélection nationale en otage pour des intérêts personnels. Sabri Lamouchi s'est fait totalement déposséder de son autorité. Le mec s'est battu pour avoir des leaders d'expérience comme Ferjani Sassi, qui était quand même le capitaine historique. Lamouchi l'avait appelé en lui disant qu'il comptait sur lui, qu'il allait lui redonner le brassard. Et au final, à cause des magouilles de Jaziri qui voulaient rompre le cercle des anciens, Sassi est éjecté. C'est la même promesse en l'air pour Aïssa Laïdouni. Le sélectionneur a été le voir personnellement au Qatar pour lui promettre monts et merveilles, pour lui assurer qu'il serait un pilier du milieu de terrain, et le mec apprend par les médias qu'il n'est même pas sur la liste. Même chose pour Mortada Benouanes ou Saïf Alal Etiaïf, complètement sacrifiés sur l'autel du clientélisme. À l'inverse, regardez comment ils ont géré le cas du jeune binational Ben Farhat, qui joue en Allemagne. Le gamin sort d'une blessure au métatarse. Son club demande juste quelques jours de plus pour valider un protocole médical de prévention avant le mondial et là, c'est l'explosion. La situation s'envenime entre le père du joueur et le staff et Lamouchi, au lieu de protéger son joueur, va littéralement le démonter publiquement en conférence de presse avec une arrogance rare en l'envoyant directement dans la fosse au lion. Humainement, la cassure est totale. Les joueurs pros ne croient plus un seul mot du staff. Le vestiaire est brisé et la rébellion interne a tout emporté. Bon, parlons-en de cette deuxième mi-temps et du coaching, les gars. Parce que c'est là que le délire tactique atteint son paroxysme. Et qu'on réalise à quel point la panique s'est emparée du banc de touche. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Au retour des vestiaires, face à la pression énorme du pays et à la peur panique de prendre une fessée encore plus monumentale, le bureau fédéral s'est mis à trembler. Ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire face à la catastrophe et le résultat a été un naufrage stratégique complet. Sabri Lamouchi, complètement débordé et sous l'influence des ingérences permanentes de la fédération qui lui dictait qui faire jouer, a tenté des formules lunatiques. On décide de passer à 3 derrière, une défense à 3 improvisée en plein mondial. Vous imaginez le délire. Mais pour jouer avec ce système, il te faut les pistons nécessaires pour faire l'essuie-glace et tenir les couloirs. Et là, on te balance Yann Valéry sur le côté droit. Attention, c'est un très bon joueur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment à ce poste de piston qu'il peut obtenir sa pleine mesure et s'exprimer? Absolument pas. Les choix de Lamouchi n'ont jamais été compris par le vestiaire et la faille tactique est devenue béante. L'axe central était totalement perdu et les Suédois se sont régalés dans les espaces. Pour couronner le tout, le staff a décidé de flinguer la sérénité du groupe en installant une concurrence directe au poste de gardien, en enlevant toute confiance à Chamakh. Le pauvre gardien s'est retrouvé fragilisé, mis sous pression aux entraînements, ce qui a complètement crispé l'arrière-garde. On a vu une équipe tunisienne totalement incapable de réagir, sans aucune boussole tactique sur le banc, subissant les vagues suédoises sans que le sélectionneur ne puisse prendre la moindre décision souveraine. Lamouchi n'avait plus aucune légitimité aux yeux de ses hommes. Et ces changements n'ont fait qu'accentuer la distance et la fissure avec un groupe de joueurs pros qui voyaient très bien que le coach n'était qu'un exécutant et que la fédération cherchait déjà un bouc émissaire pour se laver les mains de ce désastre. Honnêtement, les gars, on arrive au bout de cette énorme et douloureuse analyse et je ne vais pas vous mentir, le sentiment qui domine après ce fiasco total, c'est une lassitude et une tristesse infinie pour la Tunisie. Qu'est-ce qu'on retient au final de tout ce naufrage? On retient que le mal est infiniment plus profond que le simple cas du sélectionneur Sabri Lamouchi, qui n'est au final qu'un bouc émissaire idéal pour masquer la compromission générale et les magouilles des dirigeants. On retient des joueurs pros complètement désabusés, vidés psychologiquement, qui sont dans un état de dégoût tel qu'ils se disent vivement que ça se termine et que ça les casse profondément de vivre une telle humiliation internationale. Quand tu as un joueur de la sélection qui vient te dire en privé qu'il a l'impression de vivre dans un film de gangster avec une mafia en costume à la tête de la fédération, un exécuteur des basses manœuvres en coulisses et une cour de courtisans tout autour, vous comprenez bien que le football a été totalement oublié au profit du pognon, des deals secrets et des intérêts personnels.
C'est dramatique pour ce magnifique pays qui a tant donné au sport africain et qui a réalisé des merveilles historiques avec si peu d'habitants. Maintenant, qu'est-ce qui attend les Aigles de Carthage pour la suite de cette Coupe du Monde? Contre toute attente, même si l'atmosphère est totalement éteinte, il reste encore 2 matchs à jouer dans cette phase de poule avec des affrontements prévus contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. C'est un groupe largement à la portée de la Tunisie sur le papier et on sait pertinemment que lorsque cette nation est dos au mur et que tout va très mal, elle est historiquement capable de se sublimer pour arracher l'impossible. Le retour de Monder Kebaye pour assurer l'intérim va s'inscrire dans cette logique de contrôle et de survie à court terme. Mais pour que l'espoir renaisse, il va falloir nettoyer le vestiaire de cette ambiance de rébellion et espérer que les clans au sein du bureau fédéral arrêtent de se saboter alors que des démissions en cascade sont déjà attendues en interne à cause des fractures géantes entre les dirigeants, notamment autour du cas de M. Mestiri. Bref les amis, le grand déballage est posé, mais le débat continue avec vous dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensez que le retour de Kebaye peut provoquer un miracle de dernière minute ou est-ce que la Tunisie est définitivement condamnée dans ce mondial? Prenez 2 petites secondes pour vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains débriefs explosifs. Activez la grosse cloche de notification et lâchez le énorme pouce bleu de la force pour le référencement. Ça aide énormément la communauté à faire éclater les vérités. Prenez soin de vous les gars.